Dans 50 ans, la carte du monde va changer. L'Europe, par exemple, va-t-elle s'agrandir ou est-ce que la Russie va réussir à en manger une partie? C'est le projet Novorossiya, la nouvelle Russie. Savez-vous pourquoi la Russie est si grande, avec la plus vaste superficie du monde? Avant le communisme et même après, c'était encore plus que ça. Il possédait une partie de l'Amérique du Nord, l'Alaska, vendue aux États-Unis en 1867, un des pires deals de l'histoire. Toute l'Europe de l'Est, jusqu'à posséder un peu de l'Allemagne actuelle. Une partie de l'Asie centrale, tous les pays finissant par Stan, jusqu'aux frontières de l'Iran actuel. Puis avec la révolution communiste de 1917, ils perdent des guerres, et des territoires comme l'Ukraine prennent leur indépendance. Puis Seconde Guerre mondiale, retour en Allemagne, la Crimée est offerte à l'Ukraine soviétique en 1954. Puis chute du mur, et on obtient à peu près les frontières actuelles. Tout ça allait changer 24 ans plus tard, en 2014, quand Poutine réanime le vieux concept de Novorossiya, la volonté de s'étendre à l'ouest. Son influence, le penseur nationaliste Alexander Dugin. Il appuie sa légitimité sur l'importance de la russophonie et de la religion orthodoxe russe. Par exemple, en Crimée ou au Donbass, avant la guerre, 75% des habitants avaient le russe comme langue maternelle. L'idée n'est pas nouvelle, elle a même été radicale un siècle plus tôt avec le panslavisme, avant que les exactions soviétiques ne viennent éteindre le projet. Il faut quand même savoir que la Russie est déjà présente sur 2 territoires d'Europe centrale. L'enclave de Kaliningrad, récupérée à l'Allemagne après la Seconde Guerre mondiale, gardée à la chute du mur. Et la Transnistrie, une région où beaucoup de russophones résidaient, prenant leur indépendance de la Moldavie en 1991, aidée par la Russie bien sûr. Ces 2 territoires sont isolés par les pays baltes du nord et l'Ukraine au sud. En récupérant tout le sud, de Donetsk à Odessa, la Russie aurait un contrôle étendu sur la mer Noire et les exportations ukrainiennes. De quoi les rendre bien obéissants. Au nord, la Biélorussie est un pays ami, garantissant un passage vers l'enclave de Kaliningrad. Mais il reste les États baltes, Estonie, Lettonie, Lituanie. Les 3 sont dans l'OTAN, protégés par les États-Unis, donc quasi intouchables. Et Poutine ne s'est jamais risqué à publiquement exposer ses ambitions. Mais on comprend que la logique serait d'avoir tout ça sous contrôle, surtout quand on sait qu'un tiers de leur population est russophone, à l'exception des Lituaniens. Sauf qu'avec l'affaiblissement considérable de l'armée russe et de son économie non militaire, on parle de 70% des tanks et d'un demi-million de soldats mis hors combat, ça semble difficile à mener à bien ce projet. Surtout que plus à l'est, la Russie fait des concessions à la Chine, notamment en donnant l'accès complet à la rivière Tumen. Dans le Caucase, la Géorgie et l'Arménie se rapprochent de l'Occident, l'Azerbaïdjan de la Turquie. Bref, ça va pas fort. Si bien que certains imaginent que la Russie pourrait s'effondrer. Un peu probable, et ce serait catastrophique pour tout le monde. À l'est, les États-Unis et la Chine se disputeraient la Sibérie. Toute la région de la Volga et du Caucase, où l'islam est très majoritaire, pourrait être tentée par l'indépendance. Sans contrôle, ça pourrait devenir des zones de trafic d'armes, dont des nucléaires, aux portes de l'Europe. Personne ne veut ça. La solution ne serait-elle pas que l'Europe intègre la Russie? Certains en rêvent, mais est-ce que c'est possible? Napoléon ou Hitler sont allés jusqu'à Moscou, et ça leur a pas trop réussi. Charles de Gaulle parlait d'une Europe de l'Atlantique à l'Oural, frontière naturelle avec l'Asie. Alexander Dugin, dont on parlait tout à l'heure, rêve de racisme, un bloc continental centré sur Moscou pour contrebalancer l'influence américaine. Côté Union européenne, on n'y croit pas trop, surtout qu'il y a déjà de gros défis. Une possible adhésion de l'Ukraine à reconstruire après la guerre, une Angleterre qui nous a quittés, une Suisse qui ne veut juste pas, et les projets pour les Balkans ou la Turquie qui ont du plomb dans l'aile. Pourquoi? Parce que ces pays ont leurs propres frontières rêvées. La Grande Serbie par exemple, un état réunissant tous les peuples serbes, incluant Bosnie-Herzégovine, Croatie, Monténégro et Kosovo. Ce projet était celui de Milošević, ce qui a causé la guerre de Yougoslavie en 1991. En 1999, l'Europe et l'OTAN interviennent, bombardent massivement, causant des milliers de morts, dont beaucoup de civils. Un drame qui nourrit encore un ressentiment envers l'Occident. C'est pour ça que la récente vente de Rafale par Macron en Serbie est un pas important. Tous ces pays des Balkans ont fait leur demande d'adhésion à l'Europe, mais la cicatrice de cette guerre freine le processus. Théoriquement, si tout se passe bien, ils nous rejoindront d'ici 2030. Il y a un autre pays qui a été candidat à l'Europe en 1999 et dont on n'entend plus parler.
la Turquie. Pourquoi l'idée semble-t-elle avoir été abandonnée? Il y a d'abord le rejet des opinions publiques, avec la montée d'une droite radicale hostile à l'islam dans toute l'Europe. Mais aussi, ça fait plus rêver les Turcs. Erdogan a d'autres projets, le néo-ottomanisme. L'Empire ottoman a été gigantesque. Pendant plus de 600 ans, la capitale, Constantinople, aujourd'hui Istanbul, contrôlait un territoire s'étendant de l'Europe du Sud-Est à l'Afrique du Nord et au Moyen-Orient. Mais après la Première Guerre mondiale, l'Empire s'effondre. Ceci dit, le néo-ottomanisme ne cherche pas nécessairement à étendre ses frontières, plutôt son influence. Il y a une autre raison à la non-intégration de la Turquie à l'Europe, c'est qu'il y a encore des conflits entre les deux. Est-ce que vous connaissez la mégalie-idéa? Ça a été l'enjeu de la guerre gréco-turque en 1919. La volonté grecque de retrouver les frontières de l'Empire byzantin en intégrant une partie de la Turquie, des Balkans et bien sûr de Chypre, encore aujourd'hui divisée entre la Turquie et l'Europe. Sacrée source de tension. Surtout que dans ces mers, on a trouvé d'importantes sources de gaz naturel sous-marines, ce qui a conduit à une confrontation avec la marine française. De quoi ruiner les rêves d'une union pour la Méditerranée, extension souhaitée par certains d'une Europe vers le sud. Et justement, un de ses membres fait beaucoup parler de lui. Le Grand Israël. C'est un pays minuscule, plus petit que la Bretagne. Mais dans quelques années, David pourrait bien devenir Goliath. Récemment, la presse arabe s'est fait l'écho d'un patch présumé porté par un militaire où on voit un Israël gigantesque. C'est celui promis par Dieu dans la Genèse et le Deutéronome. Il s'étend du Nil à l'Euphrate, de l'Égypte à l'Irak. Ça inclurait le Liban, la Jordanie, une grande partie de la Syrie et même un peu de l'Arabie Saoudite. Avec un contrôle du canal de Suez, de la mer Rouge et du Golfe Persique, Israël deviendrait littéralement le centre du monde continental. Une idée évoquée par des politiques et religieux très à droite, mais qui a en réalité assez peu de soutien. Déjà parce qu'historiquement, Israël n'a jamais été aussi grand. Sous les règnes du roi David et Salomon, autour de -1000, c'est le maximum jamais atteint. Hypothétiquement, ça aurait effectivement touché l'Euphrate au nord, mais pas beaucoup plus. Ça aurait inclus la Jordanie, le sud du Liban et Damas en Syrie. Or, ce n'est pas vraiment le projet actuel. Israël a déjà conquis le Sinaï égyptien en 1967, a atteint la capitale libanaise en 1982, et à chaque fois, ils se sont retirés. Seul le plateau du Golan syrien a été annexé après sa prise de contrôle en 67. Ils ont voulu rester au sud du Liban, le long du fleuve Litanie, mais la pression de l'ONU les a fait se retirer, à voir si ce sera encore le cas à la fin de la guerre. Non, celui qui est vraiment voulu, c'est un autre Israël biblique, celui de l'Exode et des nombres qui donnent des frontières très précises. Selon là où tu places la montagne de Hor, c'est soit les frontières actuelles en incluant un peu du Liban jusqu'au fleuve Litanie, soit... c'est tout le Liban. Sauf qu'il reste une étape à cette réalisation. Gaza, Samarie et Judée, sous juridiction palestinienne. Benjamin Netanyahou, Premier ministre actuel, ne cache pas son ambition d'intégrer certains de ces territoires, qui ne sont même plus sur les cartes. Il déclarait devant le Parlement en 2020 l'actualité semble montrer, même si on n'est pas sûr, que le plan est en cours d'exécution. Des promoteurs immobiliers vendent déjà des maisons à Gaza sur plan, avec vue sur mer. Des groupes se négocient déjà des terres entre eux. L'idée de 2 États, comme proposée par l'ONU en 1947, semble s'éloigner de jour en jour. En 2020, Trump avait un plan pour la paix, avec de nouvelles frontières palestiniennes, et il en restait déjà plus grand-chose. Alors en 2040, à quoi ressemblerait cette carte? Imaginez qu'Israël puisse reculer et, dans le contexte actuel, hautement improbable. 62% de la population étant favorable à l'extension. Et si les pays arabes attaquent? Ce sera l'option Samson. Israël a une centaine d'ogives nucléaires, 601 avions de combat, 4 milliards par an d'aide militaire des États-Unis, l'un des meilleurs services de renseignement au monde et une population largement armée. Jusqu'aux femmes qui font leur service militaire. Face aux menaces de l'Iran, un tiers de la marine américaine a été mobilisé. À l'ONU, c'est veto systématique contre toute forme de sanction. Le soutien, aujourd'hui, est indéfectible. Maintenant, ce projet de Grand Israël a quand même une épine dans le pied. Gaza, c'est 2,3 millions d'habitants. La Cisjordanie, 3,1. Et si on considère tous les réfugiés palestiniens en exil, ajoutez à ça 6 millions.
qu'est-ce qu'Israël va faire de ces gens? Leur donner la citoyenneté est considéré par certains comme un suicide politique. Les Juifs ne représentent que 6,9 millions de personnes. Même en excluant la population en exil, les Arabes sont plus nombreux, sachant que parmi les citoyens israéliens, 21% sont déjà arabes. En démocratie, ça voudrait dire la fin d'un État juif. Or, 74% y sont opposés, seuls 15% des Juifs israéliens sont favorables à un État binational laïque qui intégrerait tout le monde. Cette situation impliquerait un bouleversement socio-économique majeur, les Israéliens étant 15 fois plus prospères que les Palestiniens en termes de PIB par habitant. Un tel niveau d'inégalité entre deux moitiés de la population conduirait presque inévitablement à un repartage des richesses. Alors, que faire? Le ministre israélien des Finances a proposé de déplacer ces populations arabes en Jordanie, en Égypte et en Europe. Joe Biden a proposé d'en accueillir une partie, l'Espagne aussi. Les pays arabes, eux, y sont opposés, estimant que ces réfugiés ne reviendront jamais, signant la fin de l'idée de Palestine. Sauf que voilà, après la guerre, il y aura des ruines, les villes sont rasées. Qui va réinvestir et payer les milliards de la reconstruction? Les Gazaouis voudront-ils seulement rester? Pauvreté, maladie, violence, les opinions publiques seront exposées à des images très violentes de crise humanitaire. Les leaders politiques, probablement accusés d'être sans cœur à refuser d'ouvrir les frontières aux réfugiés, alors peut-être que là, Gaza se videra, et la suite n'est qu'une supposition. Hakan Barat, l'Inde unifiée. Savez-vous qui est à la tête des plus grandes entreprises de ce monde? Les PDG de Google, Microsoft, IBM, Chanel, Starbucks, Mastercard, Nokia, Adobe, Twitter, tous sont indiens. Au Royaume-Uni, c'est même le groupe ethnique avec les plus hauts revenus. Il faut dire que l'Inde est surpuissante. 1,4 milliard d'habitants, très jeune, contrairement à la Chine, une croissance à 7%, 5e économie du monde, très tournée vers la technologie. Et aussi 160 ogives nucléaires pour la diplomatie. Ils avancent sans se faire trop d'ennemis, mais est-ce que ça va durer? Car l'Inde aussi rêve d'étendre ses frontières. Son apogée territorial, elle l'a eu sous le règne des Maurya et des Gupta. Ça incluait alors le Pakistan, le Bangladesh, le Sri Lanka, le Népal, le Bhoutan, le Myanmar et même une partie de l'Afghanistan. Ses frontières naturelles étant l'Himalaya au nord, les montagnes perses à l'ouest et le Gange à l'est, avec une chaîne de montagnes qui les sépare de la Birmanie. Tout se passait bien jusqu'à la colonisation anglaise, ou plutôt sa fin. En 1947, les colons se retirent et l'une des guerres les plus sanglantes de l'histoire indienne commence. Jusqu'à 2 millions de morts, 14 millions de déplacés, une fracture religieuse entre hindous, skis et musulmans qui ne se refermera pas. Dans un tel contexte, reconstruire l'empire indien, l'Hakan Barat, est-il seulement possible? C'est ce que caressent les nationalistes indiens du RSS, dont Narendra Modi, Premier ministre actuel, fait partie. Selon lui, reconquérir le Pakistan serait aussi légitime que le retour des Juifs en Israël. Mais voilà, peu de chances que ça se produise. Le Pakistan possède aussi 160 ogives nucléaires, et si son armée est globalement 2 fois moins puissante, ça ferait quand même beaucoup de dégâts. Sans compter qu'au nord-est, il y a la Chine qui aimerait récupérer l'Arunachal Pradesh, la considérant comme tibétaine. Il y a même eu des combats entre les deux superpuissances récemment. Bon, avec des bâtons, mais quand même. La Chine, justement, qui a aussi ses projets d'extension en Asie. À son apogée, sous l'empire Qing, elle possédait la Mongolie, le Tibet, le Xinjiang ouïghour et Taïwan. Plus tard, elle mettra la main sur Hong Kong et Macao, qui resteront toujours très réticents à rejoindre la Grande Chine. Des régions sous tension, pas totalement chinoises, que Pékin rêve d'intégrer pleinement. Ça va plus loin en mer de Chine méridionale avec la ligne des 9 traits. Plein de petites îles près du Vietnam, des Philippines ou de la Malaisie. Eh bien, la Chine a déjà commencé à y construire des bases militaires, des îles artificielles pour étendre ses eaux territoriales. Ils ont une flotte immense de bateaux civils qui n'ont qu'un seul but, bloquer les bateaux des autres pays, les harceler. La grande question est bien sûr Taïwan. La Chine peut-elle seulement envahir l'île? Ça va être compliqué. Cette mer est très agitée, dangereuse. Y faire avancer des navires sous le feu ennemi ne sera pas sans perte. La capitale est protégée par des montagnes, de quoi laisser le temps aux États-Unis d'intervenir ou du moins de lourdement armer les locaux. Alors oui, un bombardement massif réglerait le problème, mais ça voudrait dire risquer de tuer 23 millions de personnes qu'on souhaite intégrer,
rendre chinois, avec des ingénieurs et des usines de semi-conducteurs qui font toute la richesse de l'île. C'est exactement ce sur quoi la Chine veut faire mainmise. Si conflit il y a, ça sera plus un embargo, limiter les importations et les exportations de l'île sous de faux prétextes de sécurité. Et ce, jusqu'à la faire craquer, les obliger à faire des concessions. Il y a déjà eu des manœuvres militaires faites dans ce sens, c'est probablement ce vers quoi on se dirige. Ce serait une catastrophe pour l'Occident, très dépendant de Taïwan pour son électronique. Pas sûr qu'elle laisse faire ça sans intervenir, et les conséquences, vous les connaissez. Le Grand Maroc. Un pays plus grand que la France, mais 3 fois plus petit que son rival algérien. Ça n'a pas toujours été le cas. À son apogée au XIIe siècle, sous les Almohades, le Maroc s'étendait jusqu'au sud de l'Espagne et à la Libye. Pendant des siècles, aussi jusqu'à Tombouctou. Puis il y a eu la colonisation, le Maroc est divisé entre la France et l'Espagne, et comme vous le voyez, c'est le bordel. Le pays restera un protectorat, donc bien plus indépendant que l'Algérie, considérée comme pleinement française. On peut donc imaginer que le découpage a favorisé cette dernière. C'était plus sûr à l'époque pour la France, ce qui explique pourquoi c'est un pays aussi immense aujourd'hui. C'est là que naît le concept de Sahara occidental, la grosse partie que possédait l'Espagne. On en entend beaucoup parler en ce moment, clash à l'ONU avec l'Algérie, baston pendant un sommet africain, crise diplomatique avec la France, mais pourquoi ça ? Aujourd'hui, le Sahara occidental est une région revendiquée par le Maroc, mais aussi par des indépendantistes du Front Polisario, eux-mêmes soutenus et financés par l'Algérie. Le problème remonte à 1975, au moment du départ très tardif de l'Espagne. Il n'y avait pas grand monde dans ce Sahara occidental, autour de 74 000 personnes. Alors le Maroc et la Mauritanie ont revendiqué son contrôle. Entre les deux, une population pas très consentante, que l'Algérie, avec son histoire de résistance et d'indépendance, allait tout naturellement aider. Des frères de lutte. Bon, après, personne n'est dupe, c'est dans leur intérêt d'en faire des alliés. Accès aux ressources naturelles, transport maritime depuis la façade atlantique, et tout ça en affaiblissant un voisin gênant. Gênant parce que, avec la décolonisation, c'était le moment de réécrire les cartes. Naît alors l'idée du Grand Maroc, rétablir ce qu'était la zone d'influence précoloniale, incluant la Mauritanie, une partie du Mali et de l'Algérie. C'est dans ce contexte qu'éclate la guerre des sables en 1963. Une guerre avec les deux puissances nord-africaines, qui débouchera plus ou moins sur les frontières actuelles. Un conflit qui va continuer indirectement sur la question sahraoui, par le soutien des indépendantistes. La réponse du Maroc, la démographie. On y incite les populations à s'y installer. En 1975 est organisée la Marche verte, où 350 000 Marocains franchissent la frontière pour affirmer leur souveraineté. L'Algérie, elle, accueille les réfugiés sahraouis dans d'immenses camps, comptant aujourd'hui plus de 100 000 personnes. Parce que oui, 50 ans plus tard, il y a eu beaucoup de naissances. Bon, on a cherché des données sur la démographie, c'est pas très clair. Il y a entre 500 et 700 000 habitants, dont plus de la moitié sont marocains. Si une élection démocratique avait lieu, le Maroc gagnerait. Mais vu que l'Algérie les considère comme des colons, faut-il les laisser voter ? C'est exactement le problème qu'a eu l'ONU en 91 pour organiser un référendum qui n'a du coup jamais eu lieu. Après, le scénario le plus probable selon les experts, sauf intervention militaire de l'Algérie ou déstabilisation du régime marocain, c'est que cette région évoluera vers une intégration marocaine, une reconnaissance internationale, avec peut-être des concessions au Front Polisario. L'idée même d'un grand Maroc n'est plus d'actualité. Pour vous dire, même l'Espagne possède des morceaux du pays. La pointe de Ceuta près de Gibraltar, Melilla ou les îles Canaries, mais là, étrangement, il y a moins de velléité territoriale. Le Grand Mexique. L'Amérique du Nord a failli être très différente. Ce qui aurait pu être la Nouvelle-France et la Nouvelle-Espagne s'étendait bien au-delà des territoires britanniques. Et sans les défaites militaires et la vente par Napoléon, le continent aurait été une mosaïque de langues et de cultures. Mais qu'est-ce qui a empêché l'union de toute l'Amérique du Nord dans un gigantesque États-Unis ? Il y a eu plusieurs tentatives. La Destinée Manifeste, le Golden Circle, le 51e État. En 1812, ce qui deviendra le Canada est attaqué, mais c'est une défaite. En 1846, c'est au tour du Mexique, et c'est une victoire. Une grande partie, en gris sur la carte, est annexée. Oui, la Californie et la Silicon Valley auraient pu être mexicaines. Et ça, beaucoup en sont nostalgiques, l'idée de Reconquista. C'est pas totalement illégitime. Quand on regarde la démographie de ces États, on remarque que les hispaniques sont parfois très majoritaires. En Californie et au Texas, c'est presque 20% de la population qui est considérée comme ayant une Limited English Proficiency. En gros, ils parlent aussi bien anglais que François Hollande. You can be, do
what we want to do. Mythologiquement, ces territoires auraient appartenu aux Aztlán, devenus un symbole pour la culture chicano. C'est comme ça qu'en 1915, on a découvert l'existence du plan de San Diego, un projet révolutionnaire de reconquête. En 2015, le Parlement tchétchène avait même menacé d'aider militairement le Mexique à la reconquête, estimant que c'est un peu leur Crimée à eux. Et des politiciens américains de droite n'hésitent plus à comparer l'immigration à un complot mené par des États ennemis pour leur voler des territoires. Néanmoins, ça reste de l'ordre du fantasme. Les frontières actuelles risquent de perdurer longtemps. Les États-Unis eux-mêmes font des efforts. Jusqu'en 1999, leur territoire s'étendait techniquement jusqu'au canal de Panama, qui leur appartenait. Mais ils l'ont rétrocédé au gouvernement panaméen il y a à peine 20 ans. L'extension de leur territoire, qui aurait été la plus durable, est Porto Rico. Plusieurs référendums ont déjà eu lieu et c'était très serré. Mais voilà, c'est clairement plus à l'ordre du jour. Quels pays feront les grands conflits de demain ? Cette volonté d'acquérir de nouveaux territoires, qu'on estime comme légitimement siens, ça a un nom, l'irrédentisme. C'est pas du colonialisme, dans le sens où ce n'est pas un territoire ou des populations considérées comme étrangères. Non, vous êtes des nôtres, venez avec nous, par la force s'il le faut, mais vous allez nous aimer. Et autant vous dire que ça a causé pas mal de guerres. La France, de la Révolution jusqu'à Napoléon, considérait ses frontières naturelles jusqu'au Rhin, incluant une partie de l'Allemagne et des Pays-Bas. Face à ça, il y a eu d'autres projets plus insolites, comme la Grande Belgique antique qui aurait mangé une partie de l'Hexagone. Sauf que cette même Belgique, c'est les Pays-Bas qui pourraient en prendre une partie, en intégrant la Flandre néerlandophone. Et la France, pourquoi n'intégrerait-elle pas la Wallonie francophone ? C'est pas d'actualité bien sûr, mais certains y pensent toujours. C'est là qu'on voit à quel point les frontières des pays ne sont que des constructions, des histoires qu'on se raconte. Pourtant, la Première Guerre mondiale, l'Alsace-Lorraine, les millions de morts, c'est en partie à cause de l'irrédentisme. L'espace vital allemand d'Hitler qui intégrait une partie de la Pologne et des Sudètes, pareil. Et les choix des peuples à disposer d'eux-mêmes dans tout ça. Qu'est-ce qui se passerait si on laissait chaque ville décider à quel pays elle voudrait faire partie, quitte à fonder le sien comme le Luxembourg? Peut-être qu'à terme, la France redeviendrait ce qu'elle a été au Moyen-Âge sous les Capétiens. Ça a sûrement ses avantages, mais c'est très difficile de mener des politiques ambitieuses quand chaque petit territoire veut négocier sa part du gâteau. C'est là la force des États-Unis. Mais il faut faire attention à ne pas devenir trop grand. L'Empire mongol a régné sur l'Europe jusqu'au nord de l'Inde, le plus grand empire de l'histoire, et ça n'a pas tenu plus de 100 ans. Car le plus important, c'est de faire croire aux gens qu'en se soumettant à ta capitale, ils vont faire partie d'un tout qui les rend fiers. Que les sacrifices sont faits au nom d'un tout qui nous dépasse, contre des autres, des externes, des gens différents. Ça, c'est encore des histoires qu'on se raconte. La guerre ici sert à éliminer ou faire fuir ceux qui s'y refusent. Et ça, ce n'est pas prêt de s'arrêter.